Bienvenue sur Invest Academy. On se retrouve aujourd'hui pour les news de la semaine 48. Donc, on a eu une news un peu triste qui est le décès de Charlie Munger. On a eu le chiffre d'affaires de Moulinvest, le chiffre d'affaires annuel bien sûr. Décuple, on a eu le chiffre d'affaires des 9 mois. Trigano, les résultats annuels. S2I, les résultats semestriels. Et Rémi Cointreau, que je ne connaissais pas du tout, les résultats semestriels également. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. J'aimerais savoir et connaître votre avis si le micro que je viens d'acheter vous convient niveau son, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui se plaignaient de mon piètre son, et donc j'aimerais savoir si ça s'est beaucoup amélioré. Merci de votre retour dans les commentaires. Donc, j'ai sorti ici un petit post LinkedIn du Vernimen, et donc qui nous parle de la mort de Charlie Munger. Donc, je vais vous lire cela assez vite. J'ai trouvé ce petit article très très intéressant. Donc, Charlie Munger, vice-chairman de Berkshire Hathaway, est décédé mardi soir, à 1 mois et 4 jours de sa 100e année, en n'ayant toujours pas pris de retraite, ni même une semi-retraite. On ne pourrait pas s'empêcher de penser que le travail c'est la santé et que la finance conserve ceux qui la pratiquent régulièrement. Charlie Munger, avocat de formation, est l'homme dont la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway nous a inspiré l'article d'actualité d'octobre qui s'interrogeait sur l'impact du mode de gestion de Berkshire Hathaway comme source de son exceptionnelle performance. Article que je n'ai pas lu mais que j'irai voir avec plaisir si j'ai le temps cette semaine. Rétrospectivement, nous sommes heureux d'avoir pu écrire cet article tant qu'il était encore parmi nous. Charlie Munger est l'homme qui a convaincu Warren Buffett de changer de stratégie d'investissement, comme ce dernier le reconnaissait en 2005 dans sa lettre aux actionnaires. The blueprint he gave me was simple. Forget what you know about buying fair businesses at wonderful prices. Instead, buy wonderful business at fair prices. Mon anglais est nul, mais en gros, il lui a fait changer d'avis entre acheter des business équitables à des prix extraordinaires, donc acheter en mode value, donc des business corrects à des prix qui sont très très value, qui sont sous-évalués, et lui il a fait changer sa vision d'investissement parce qu'en fait il achetait des cigares butt, voilà, vraiment des titres très très value, et Charlie Munger l'a fait changer en achetant vraiment des magnifiques business avec des bons prix, et forcément ça a totalement changé sa vision d'investissement, sa stratégie d'investissement qui est passée de pure value, à deep value même, à quality growth même. En effet, à ses débuts, Warren Buffett investissait dans des sociétés en grande difficulté, donc pas chères, comme Berkshire Hathaway, active dans le secteur du textile. Puis est venu le temps des participations minoritaires dans des entreprises en croissance comme American Express, The Coca-Cola Company, The Washington Post, et plus récemment Apple, profitant de moments de sous-évaluation, soit en période de crise économique ou financière, soit parce que l'efficience du marché connaît parfois, comme la raison, des moments de sommeil où les prises de contrôle de Geico dans l'assurance ou de Burlington Northern and Santa Fe Railway. Encore mon anglais magnifique. On rappellera que Charlie Munger et son cadet de 93 ans, Warren Buffett, ont été, selon toute vraisemblance, les meilleurs alloueurs de capital de l'histoire de l'humanité à ce jour, puisqu'en 57 ans, un investissement de 1000 euros dans l'indice S&P 500 est devenu 24 428 euros, donc c'est déjà pas mal, vraiment, soit une rentabilité actuarielle de 10% par an, tandis que la même somme investie dans l'action Berkshire Hathaway est devenue 3 770 937 euros, soit une rentabilité actuarielle de 20%, donc c'est vraiment énorme. Allouer correctement ce capital, qui est une ressource existant en quantité limitée pour éviter de le gaspiller et en faire le meilleur usage possible, est au cœur de la finance d'entreprise. Chapeau bas, monsieur Munger. Donc voilà. Voilà
le petit retour sur le décès de Charlie Munger, donc un grand homme de la finance avec Warren Buffett. C'était un peu l'homme de l'ombre, mais c'est un grand homme. Faudrait que je lise un peu sa biographie. Je sais pas s'il y a des livres intéressants sur Charlie Munger. Charles Munger, donc si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Parce que je lis actuellement The Snowball, donc la biographie de Warren Buffett, et il parle de sa rencontre avec Charlie Munger. Je suis au chapitre où il parle de sa rencontre avec lui. Ensuite, chiffre d'affaires consolidé 2022-2023 de Moulinvest, donc un chiffre d'affaires annuel en repli de 11,6% après un exercice 2021-2022 record. Donc on a une progression significative de l'activité bois énergie plus 40,4%, donc comme tous les concurrents, Cogra, Pujula, Moulinvest, porté par la demande soutenue en granulés de bois, baisse des volumes et des prix des activités de bois de construction, moins 26,2%, et imprégnation, moins 39,2%, intégrant un environnement économique dégradé. Donc là, très belle baisse du chiffre d'affaires sur en fait les activités qui étaient principales à Moulinvest, et très belle croissance qui permet un peu de tempérer tout ça. Parce que moins 26 dans l'activité bois de construction et moins 24 dans l'activité imprégnation, c'est vraiment des grosses baisses. Donc je vais pas revenir en détail sur ces résultats, parce qu'en fait on va avoir les résultats, je vous l'ai mis tout en bas ici, le 12 décembre, donc avec les marges, etc. Et en fait le chiffre d'affaires, ça nous montre juste que, vu que je pense que Moulinvest est assez cyclique, et comme je le rappelle en avant-dernier ici, qui a été rappelé au niveau du premier semestre, qu'ils ont un nouveau contrat d'électricité qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour 2 ans, qui va avoir un impact négatif très significatif en année pleine. Donc on va avoir des résultats qui vont être assez moches finalement. Voilà, donc ici au niveau des perspectives, on nous dit que le climat d'incertitude géopolitique macroéconomique conjugué au contexte inflationniste et au resserrement des conditions de crédit continue de peser sur l'activité bois de construction du groupe. Si la visibilité est relativement limitée à court terme, le groupe Moulinvest réaffirme sa confiance à moyen et long terme, notamment parce que c'est une entreprise familiale gérée avec une vision long terme, qui est cyclique pour rappel. On va la voir juste après. Et donc l'utilisation du bois devrait s'accroître pour les constructions nouvelles normes RT 2020, ainsi que la rénovation. Les perspectives de chiffre d'affaires à moyen terme s'appuient sur 2 paramètres. Donc voilà, effectivement, il résume très bien la chose: hausse des volumes et prix de marché. Et donc si on a les 2 hausses en même temps, c'est magnifique. Si on a une hausse qui n'arrive pas à compenser l'autre, c'est pas très bon. Donc si les investissements récents en capacité de production devraient bénéficier à la hausse des volumes, les prix de vente actuellement orientés à la baisse auront un impact négatif sur le chiffre d'affaires, et donc négatif sur les marges et le business en général. Et au niveau du marché des granulés, la demande dépendra en partie de la vigueur du climat en cours, pardon. Je sais toujours pas lire. La demande dépendra en partie de la vigueur du climat au cours du prochain hiver. Actuellement, il fait à peu près -6 là où je suis, donc ça fait assez froid, et les gens vont pas mal chauffer, je pense. Et donc l'activité de granulation atteint un niveau de production normatif. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal, et ils cherchent à proposer un haut niveau de qualité sur les produits et sur les services associés à la vente de ces granulés. Donc on a les granulés qui vont un peu compenser la baisse des poteaux et du bois de construction. Chez Moulinvest, on va voir les résultats donc le 12, donc dans un peu plus de 10 jours, dans 9 jours précisément. Donc au niveau de la valorisation de Moulinvest, on est à une fois les fonds propres, donc on n'est pas vraiment sous-évalué actuellement. On a une petite bulle quand même, on est monté presque à 4 fois les fonds propres, avec la croissance des résultats. Mais sur une société de ce type assez cyclique, on est vraiment en ligne, voire pas sous-évalué au niveau du cours sur fonds propres. Et au niveau de l'entreprise value sur EBIT, on est quand même un peu sous-évalué en effet, avec une entreprise value sur EBIT que j'ai mis sur les 12 prochains mois, donc qui va être ajustée de la baisse ici des résultats de cette année, des marges. Donc 5,3 vs 12 sur ces 10 dernières années, j'ai mis, donc c'est vraiment pas cher, mais il faut voir les résultats, j'attends vraiment le 12. Au niveau de Trigano, j'ai fait une vidéo ici, le lendemain des résultats, ou le soir même des résultats, donc je analyse en profondeur Trigano.
C'est une vidéo de 30 minutes, je vous conseille d'aller la voir. Je donne des détails sur le marché, l'allocation du capital et les perspectives, la qualité du business, la récurrence, et cetera, et cetera. Donc c'est assez intéressant. Si vous vous intéressez à Trigano, on voit une hausse du chiffre d'affaires de 9,5%, donc très, très belle croissance depuis 2014. Équipement de loisirs qui souffre un petit peu, mais c'est peu significatif dans le chiffre d'affaires, et véhicules de loisirs en hausse de 8,8%. Ce qui est impressionnant ici, c'est le taux de marge opérationnelle courante. Donc ici, on voit qu'on est repassé à 12,2, équivalent à 2021 où la marge était record. Donc c'est vraiment très très beau à ce niveau-là, avec 12,7% de marge pour les véhicules de loisirs. Donc moi j'aime bien une société comme ça, très bien margée. Trigano est très bien géré, surtout que c'est Gigou maintenant aux commandes, et c'est plus, je ne sais plus son nom, vous me le direz en commentaire. C'est, attendez, François Feuillet, voilà, je réfléchissais. Et c'est bien François Feuillet qui était aux manettes de cette société, très bien gérée et très qualitative malgré le fait qu'elle soit un peu cyclique. Donc le taux de marge au second semestre, il a été de 13,4%, donc c'est vraiment énorme, très très bien géré. Et on a eu des bonnes conditions d'achat au niveau de l'acier, du bois, des châssis, et la société, elle a continué à baisser ses coûts de production et améliorer sa productivité sur les sites, donc c'est vraiment excellent à ce niveau-là. L'année 2024 promet d'être plutôt pas mal également. Ce qui m'inquiétait un peu et ce qui a un peu déçu les analystes, c'est une hausse du stock de 200 millions d'euros, donc notamment parce qu'on avait des stop and go sur les lignes de production, et j'espère que sur le S1 2024, ce stock va diminuer. Et ce qui est bon et mauvais signe, enfin ce qu'on aime bien voir, c'est une hausse du BFR, qui veut dire qu'on prévoit une activité en hausse. Donc là, on a une belle hausse du BFR de presque 175 millions d'euros, donc c'est pas mal également. Il faut faire gaffe à ce que ce BFR ne soit pas trop élevé. Donc là, je vous ai remis un extrait de ma vidéo, les catalyseurs sur Trigano. En fait, on a l'acquisition de la société BioHabitat, donc c'est la filiale Habitat de Beneteau, et ça fait à peu près 257,2 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 7% du chiffre d'affaires, mais c'est encore en croissance cette année, donc ça va faire plus de 7% du chiffre d'affaires de Trigano en année pleine. Et deuxièmement, très très belle acquisition, j'espère que les autorités de la concurrence vont l'accepter, puisqu'on va avoir de très belles synergies en fait au niveau des achats, de la logistique et des méthodes de fabrication, comme nous le dit cet petit article de boursier.com. Et ici, je vous invite à aller voir la vidéo de Philippe Lucchesi de Finance Academy et Francis Berthelin sur Trigano. Donc Francis Berthelin qui connaît très très bien Trigano depuis de nombreuses années, et il nous dit qu'il y a une possibilité d'OPA sur la société, et qu'elle serait rachetée peut-être par Warren Buffett ou Thor à 250 € par action. Et Feuillet n'est pas vendu actuellement, il achète toujours lorsque le cours est un peu déprimé. Donc on a pas mal de catalyseurs à court terme sur Trigano. Je vous ai mis ici, si vous voulez aller voir une très très belle interview de Stéphane Gigou d'ailleurs sur Trigano. Elle est très très longue, il y a des belles questions qui sont enrichissantes, et pour mieux connaître la boîte sur Les Échos Investir, c'est gratuit je pense. Et je vous ai mis également ici que le cours en fait il a pas bougé suite à la publication, qui était pourtant très très bonne. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo pour voir la valo et le ROCE qui sont somme toute très acceptables au cours actuel. La société est quand même à pas très cher, voilà. Mais c'est pas un conseil d'investissement, mais bon après sous les 120 c'est très, très intéressant, mais là vous surpayez pas non plus, mais il faut faire gaffe au retournement du cycle si le retournement du cycle se produit. Décuple, on a eu le chiffre d'affaires. J'aime pas trop cette boîte parce qu'ils publient en fait pas de croissance organique, et c'est un peu obscur en fait. Les rapports annuels, si on ne publie pas de croissance organique, on sait pas trop comment prendre le taureau par les cornes. Et donc je vous ai mis rapidement ici le chiffre d'affaires des 9 premiers mois. Donc ici on a un chiffre d'affaires de 145,3 millions d'euros sur 9 mois, ça fait une croissance de 10,7% par rapport à 2022. La marge brute, elle s'établit à 10, en croissance de 10,9%. Marge brute, elle est à 117,3 millions d'euros, donc on a une grosse marge brute, ça me paraît énorme. Ouais, ça me paraît vraiment énorme comme marge brute. Mais bon, oui, c'est le business en fait, ils font de la data.
je sais plus ce qu'ils font exactement. Ils ont des magazines, ils font de l'assurance et ils ont du data, enfin, ils font du data management ou je sais pas trop ce qu'ils font. J'ai des cuples. On ira regarder si ça vous intéresse le business plus en profondeur. Je peux regarder assez ça rapidement, ici. Donc, des cuples, si vous savez ce qu'ils font précisément, du cloud compute non pas cloud computing, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est du marketing digital, donc ils aident les sociétés à se développer sur, leur site internet, à faire des annonces, tout ça. Je pense que c'est ça le business de Décuple. Donc au T3, on a eu une croissance du chiffre d'affaires de 16,6%, donc on ne sait pas s'il y a de l'organique ou pas. Donc c'est pas une bonne communication. Plus 4,3 au premier trimestre, 11,7 au deuxième trimestre. Mais est-ce qu'on avait un effet de base défavorable? C'est la question. Et donc voilà, bonne dynamique malgré la conjoncture économique. Donc voilà sur Décuple, c'est pas une société que je porte à mon cœur exceptionnellement. S2I, j'ai été un peu médisant parce que les résultats sont vraiment excellents chez S2I et ça me surprend vraiment. Mais je sais que la société est très qualitative. J'étais, all-in sur S2I à un moment, mais j'ai préféré arbitrer sur du Neurone, même si, S2I vraiment c'est très, très qualitatif également. Les résultats sont vraiment excellents. Donc chiffre d'affaires plus 12,8, résultat opérationnel d'activité 9,9, plus 9,9. On a une marge opérationnelle qui baisse de 0,25 points, donc c'est pas beaucoup. Le résultat opérationnel, il baisse de 0,33 points, donc c'est plutôt pas mal et le résultat net augmente à cause, du résultat financier. Ils ont placé un peu de trésorerie qui a rapporté 3 millions et donc ça a pumpé le résultat net comme toutes les sociétés qui sont cash positives. Si elles ont du cash, autant le placer. Donc ici, voilà, résultat net par de groupe 18 plus 18,1 et on a un effectif qui est toujours en augmentation. Donc ça, c'est toujours bon signe pour une activité dans les services et dans les ESN et surtout la R&D externalisée chez S2I. Donc, résultat conforme aux objectifs. Donc, on voit ici que les charges de personnel ont augmenté de 16 millions et les achats et charges externes de presque 32 millions. Donc, forcément, ça a impacté le résultat opérationnel qui a une différence de 2,9% par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, forcément, entre deux, on a eu des charges qui ont augmenté, des taxes également et des amortissements et provisions. Par contre, elles ont baissé. Donc ils nous disent en fait qu'on a 3 jours ouvrés en moins et notamment ça a impacté le résultat opérationnel en France et on a une baisse du taux d'activité, des employés, donc du taux d'activité, journalier, enfin du taux d'activité qu'on j'exclus pardon, notamment en France à cause des 3 jours ouvrés en moins. Mais on a une performance exceptionnelle qui est maintenue à l'international avec une marge en France qui est en baisse de 1,34 et à l'international elle est en hausse de 0,10. Donc on a 12,59 de marge à l'international, c'est vraiment énorme, grâce à la Pologne, à l'Allemagne et aux améliorations dans les autres filiales. Donc voilà pour l'activité de S2I, c'est vraiment excellent, surtout à l'international. Et ici, on peut voir en fait les marges en France et à l'international. On voit qu'à l'international, on est toujours une marge qui est très très élevée et donc qui compense avec la chute de la France où la marge est très très faible, 3,57%. C'est vraiment pas dingue en France pour S2I, mais l'international commence à prendre le pas sur la France, ce qui permet de compenser l'activité et donc avoir d'excellents résultats. Moi, je suis un peu déçu par cette activité en France, mais c'est normal du coup que le résultat opérationnel ait le temps baissé avec 3 jours ouvrés en moins comme toutes les sociétés, sauf Neurone qui a maintenu vraiment un taux de marge opérationnelle au-dessus de 10% et toute son activité est faite en France, donc c'est vraiment impressionnant chez Neurone également, mais c'est pas la même valo et voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc ici, on a un résultat financier qui est très, très positif et donc le résultat net, il est en hausse de 40 à 41,1 millions d'euros et une marge nette de 7,6%. Au 30 septembre, on a une trésorerie nette hors IFRS 16 de 169,7 millions d'euros contre 163,7 millions d'euros, donc toujours une augmentation de la trésorerie nette, c'est pas mal du tout. Et les capitaux propres qui augmentent encore de un peu moins de 20 millions d'euros, donc c'est vraiment pas mal. On passe de 266 à 282 chez S2I. J'ai vendu au dernier moment S2I, je n'ai plus d'S2I, je suis un peu dégoûté. J'ai loupé presque 18% de hausse sur le titre, mais j'ai préféré me concentrer avec l'incertitude, notamment quand j'ai vu, les baisses d'activité, notamment de OB, tout ça, vraiment sur une activité très, très résiliente qui est Neurone.
Sword, j'aime bien parce qu'on a un gros backlog et Prevas en Suède comme ESN parce qu'on est vraiment sur de la qualité pure et de la valorisation, bradée. Voilà, donc j'ai loupé 18 de hausse sur S2I. On est toujours, pas trop cher à 8,9 fois l'enterprise value sur EBIT. On était descendu en dessous de 8 fois, donc c'est bête d'avoir vendu au plus bas, j'ai été un peu bête, parce que les résultats sont très, très qualitatifs avec une moyenne 10 ans de l'entreprise vaut sur 10 ans 10 fois son résultat opérationnel, donc on est toujours un peu sous-évalué, mais la conjoncture se complique. Ensuite, Rémy Cointreau, je ne connaissais pas du tout. Bah, je savais qu'il faisait de l'alcool, mais je suis pas rentré dans le business. On sait que c'est une société familiale française qui, qui date de 1724, donc c'est vraiment très, très vieux et voilà, on a toujours une famille aux commandes et on a des revenus qui sont originaires de 3 divisions, le cognac 71, liqueurs et spiritueux 27 et les marques partenaires 2. Et en fait, ils sont, leaders dans la production et la distribution d'alcool premium, avec un portefeuille de marques exceptionnel qui représente la troisième. Ils sont top 3 au niveau du marché du cognac international. Je crois que LVMH est premier avec le NSI. Donc voilà un petit point de vue sur Rémy Cointreau que je ne connaissais pas du tout. Donc, on a 2021 employés, on a 11 boutiques, market cap 7,1 milliards, donc c'est élevé selon moi quand même. Off digital sales, on a 7 à 8 des ventes qui sont faites en ligne. On a 1,5 milliard de chiffre d'affaires et on a plus 16,2 de je sais pas quoi, de des marges. Donc c'était, je ne sais plus quand c'était cette présentation, en juin 2023 et donc on a 27,7 de marge opérationnelle. Donc c'est plutôt pas mal sur ce business, mais j'ai regardé un peu du Tonnellerie François Frères et je sais qu'en fait, ces sociétés ont des gros stocks et ont du mal à avoir de la rentabilité sur leurs capitaux employés. En fait, ils doivent garder en fait l'alcool, ils doivent affiner l'alcool, je pense, entre, 1 et 3 ans. Enfin, je m'y connais pas du tout, notamment au niveau des cognacs, tout ça dans des fûts et donc forcément, les stocks sont énormes et on a le capital tourne pas. En fait, ces alcools, c'est quand même un temps long, de 1 à 3 ans, je pense et en fait, on a un retour sur les capitaux employés qui n'est pas énorme sur ce type de business. Vous voyez ici, on est à 12, donc c'est quand même pas mal, mais rapporté à la valorisation de l'entreprise, c'est quand même très cher, sachant qu'on n'a pas de croissance quasiment. Donc on a un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 22, donc un forcé stockage aux États-Unis. On a une marge brute, qui reste très, très bonne, donc ça marque quand même du pricing power, donc plus 0,3 points en organique, donc 72,2 de marge brute, donc ça veut dire qu'on vend des produits toujours plus chers et donc une stratégie de valeur offensive en ligne avec l'ambition du groupe à long terme, donc voilà. Très, très bonne marge brute par contre, ça il faut le souligner. Poursuite d'investissement en marketing et communication, 6,5 en organique à 21,8 du chiffre d'affaires, donc il faut beaucoup communiquer pour vendre chez Rémy Cointreau et dans les sociétés comme ça, chez LVMH et dans l'alcool en général. Mise en œuvre d'un plan de réduction de coûts, environ 100 millions cette année, dont 25 millions déjà réalisés au premier semestre. Donc là, il reste 75 millions au S2. Résultat opérationnel courant de 169,1 millions d'euros, moins 43 d'organique par rapport à une base de comparaison record. Donc là, franchement, là, moins 43 ça fait mal, mais si c'était par rapport à un exercice record, ceci explique cela. Objectif 2023-2024 et 2029-2030 confirmés, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vous ai mis le ROCE, 11,80, donc 12 actuellement et en médiane ces 10 dernières années, on est à 11,72, donc on est en ligne. La société emploie quand même bien son capital, mais c'est pas, extraordinaire au vu de la valorisation. À 21,7 fois l'enterprise value sur EBIT, c'est quand même très, très, très cher payé, je trouve et ceux qui s'y connaissent bien pourront m'expliquer pourquoi ils payent aussi cher pour ce business. Est-ce qu'il y a beaucoup de récurrence? Ils payent pour le luxe parce que c'est une marque premium, je sais pas parce que quand on regarde la croissance sur 10 ans, on a un taux de croissance annualisé, du chiffre d'affaires de 1,33 ces 10 dernières années, donc c'est vraiment pas dingue. Donc il faudra un peu m'expliquer, votre thèse d'investissement sur Rémy Cointreau.
Est-ce qu'il y a une OPA, tout ça, est-ce qu'il peut avoir une OPA? Je connais pas du tout le business. Est-ce qu'il y a des catalyseurs court terme? Je connais pas trop le business, mais oui, on est quand même à bon, on était à 25,4 fois l'enterprise value sur EBIT sur ces 10 dernières années, mais là, on est à 21,7 fois, l'enterprise value sur EBIT, c'est quand même toujours cher. Voilà ce que je voulais dire. Donc résultat de la semaine prochaine, donc Wavestone, lundi, ça publie le S1. Katana, ça publie les résultats annuels mardi, avec Compagnie des Alpes également. Je sais plus si c'est le S1 ou les annuels. Après, on a Eneo et De Richebourg le mercredi. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'analyse de ces résultats rapidement. Je suis assez content de ce mois de novembre sur le portefeuille stock picking. Je fais 7,41% de performance, donc c'est plutôt pas mal. Mais on a quand même Gay-Lussac qui a une très très belle performance. Donc je sais pas si c'est le microcap Europe ou le microcap tout court qui fait 7,8%. Donc sur performance de Gay-Lussac par rapport à mon portefeuille. Et Indépendance AM également avec un de ses fonds fait 8,32%. Je ne sais pas lequel. Je pense que c'est le France ou je pense que ça peut être le France avec S2I qui est la top position et qui a bien rebondi. Mais voilà, le MSCI World fait 4,22%, le MSCI World Small Cap 4,61 et le CAC 40 5,08. Donc plutôt une belle performance, tout a rebondi ce mois-ci et le portefeuille est plutôt performant. Donc là, je vous ai mis, si vous voulez aller voir bien sûr, mes liens de parrainage pour me soutenir. Donc Trade Republic, Lynxea, l'assurance vie, je vous conseille Spirit 2. Donc si vous avez 50 € offerts en carte cadeau. Mon courtier que j'adore, c'est Bourse Direct, où vous pouvez appeler pour acheter des sociétés étrangères. Donc les gens qui sont chez Boursorama disent: «Ah, cette société est indisponible et tout». Chez Bourse Direct, j'appelle pour acheter une société en Suède, qui n'est pas, sur le courtier en ligne directement. Il me passe l'ordre avec des frais certes, de 2 ou 3 je crois, mais il me passe l'ordre et c'est très, très correct. Il ne me surcharge pas en frais alors que chez Boursorama, c'est impossible d'acheter du Clinica Baviera ou ce genre de choses. Je trouve ça aberrant personnellement. Donc allez chez Bourse Direct si c'est intéressant pour vous et que vous voulez investir dans l'Europe entière. Et ouvrez également un PEA-PME. Et donc vous avez 50 € offerts avec mon code. Ici, chez Fortunéo, vous avez 130 € offerts avec 1 000 € de dépôt sur un compte bourse. Et je vous parlerai de Realty. Si vous en avez envie, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail ici, invest.academy2@gmail.com. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo et de la commenter également. Ça me fera toujours très très plaisir. C'était Invest Academy. Ciao ciao.